Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mouvement Pas d'y croire. Point de Christelle aujourd'hui, hein, mais pour vous accompagner sur le chat, il y aura mon fils, Lisandre. Alors n'oubliez pas que si vous voulez participer au chat et poser vos questions à l'invité, il faudra s'abonner parce que c'est le Ausweis, le droit de passage. Voilà, il faut s'abonner pour pouvoir poser les questions à l'invité, des questions que je poserai à mon invité donc dans la deuxième partie de l'émission. Et c'est mon fils, Lisandre, qui va me les transmettre. Alors, c'est la troisième fois que je reçois mon invité d'aujourd'hui, hein. Il est consultant, formateur, conférencier à l'international, attention. Ouais, Non, mais j'ai bien international. aimé. La France, la Suisse, la Belgique. Voilà, ça C'est pas c'est. mal. Non, spécialisé en neurosciences appliquées, kinésithérapeute, ostéopathe du sport de formation. Aussi auteur du pouvoir de tout changer, justement. Sylvain Caron, bonjour et merci d'avoir encore une fois accepté mon invitation. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Philippe. Et puis tu as oublié quelque chose, Ah, Corse, et oui, Ajaccio, de Bastia. Donc, on est collègues insulaires. voilà, tous les deux, super. Alors Sylvain, on a un petit peu discuté avant de caler cette interview et tu m'as parlé de ce quatrième état de l'eau. Alors moi j'ai trouvé tes analyses passionnantes. Tu m'as parlé de fréquences vibratoires, de vibration de l'eau. Alors est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu de ce qu'est cette vibration? Alors, je pense que c'est une bonne manière d'introduire le sujet. Bien sûr. Euh, alors l'eau, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très 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 longtemps. J'ai toujours porté une attention toute particulière à l'eau, sans en avoir réellement conscience au départ, hein, même de mon activité professionnelle. J'étais kiné, tu l'as dit, ostéopathe du sport, et l'eau est un des vecteurs, on va dire, dans la performance, dans l'accompagnement de l'humain, qui est un des vecteurs fondamentaux, on va dire, dans l'accompagnement de cette performance. Et j'ai toujours parlé de cette eau vibratoire. Mais je n'avais pas conscience à l'époque et avant de moi-même travailler sur l'eau et avancer dans ce travail sur l'eau, notamment au travers des travaux de nombreux chercheurs, au fil du temps, au fil des années, je n'avais pas conscience à quel point l'eau était vibratoire. Et j'ai toujours dit, en fait, quand on prend une flaque, en fait, j'ai toujours comparé, je faisais une analogie entre l'aspect vibratoire liquidien de l'eau et l'aspect vibratoire, on ne va pas dire liquidien, mais l'aspect vibratoire de la parole, donc de la pensée, D'accord. bien sûr. Mais je vais y revenir, Ouais. parce que c'est très important. Euh, et en tant qu'ostéopathe, c'est quelque chose qui me touche plus particulièrement. Pourquoi? Parce que nous autres ostéopathes, on travaille beaucoup, tu le sais, et je pense que les auditeurs le savent aussi, notamment sur tout le système crânio-sacré, et donc sur ce qu'on appelle, et moi je travaille beaucoup en ostéopathie, je travaillais beaucoup en ostéopathie somato-émotionnelle, donc en libération, ce qu'on appelle libération faciale, et notamment au travers des flux liquidiens, notamment quand on travaille sur le crâne, on travaille sur ce qu'on appelle le mouvement respiratoire primaire, ce fameux flux, cette pulsation, on va dire, qu'il y a, et qui fait qu'on va impacter tous les flux liquidiens qu'il y a derrière. Mais ce que je veux que tout le monde comprenne, ce que j'aimerais, pardon, que tout le monde comprenne, c'est que si je prends une flaque d'eau et que je donne une tape dessus, je vais avoir une onde, ça on le sait. L'onde va se répercuter contre les berges et revenir vers le centre, action, réaction. Si je fais disparaître cette eau, par exemple si je la chauffe et que je la transforme en vapeur d'eau, elle disparaît. Visuellement, on ne la voit plus. Est-ce qu'elle n'existe plus pour autant? Non, elle est toujours là sous une autre Bien sûr. forme, qui est la deuxième état de l'eau, donc la première étant l'état liquide, Liquide. le deuxième étant donc l'état gazeux. Elle se transforme en vapeur d'eau. Et puis, donc ça veut dire que d'un point de vue vibratoire, elle est toujours présente, toujours là, et l'aspect vibratoire est toujours présent. Si je retransforme cette eau en liquide en la chauffant, en la refroidissant, pardon, elle va se retransformer en eau et puis elle va se retransformer, si je la refroidis carrément, en glace. Forcément, c'est le troisième état de l'eau qui est à savoir l'état solide. Solide. Donc on parle généralement de ces trois états et dans ces trois états-là, l'eau reste vibratoire. C'est juste la densité qui n'est plus la même. D'accord? Cet impact vibratoire est très important. Pourquoi? Parce qu'il me permettait pendant longtemps d'expliquer l'impact vibratoire de la pensée. N'est autre que la parole. On sait la parole est vibratoire. La pensée, c'est quoi?
la pensée, c'est juste une parole qui est dématérialisée, que l'on n'objective plus. C'est-à-dire qu'on ne la, je ne vais pas dire qu'on ne la voit pas parce qu'on ne peut pas la voir, mais qu'on n'entend plus. Et c'est pas parce qu'on ne l'entend plus qu'elle n'est pas. Elle est toujours présente, comme l'eau sous sa forme gazeuse. Et donc la pensée, comme l'eau gazeuse, est toujours présente, toujours vibratoire. Donc j'ai toujours fait cette Ah ouais, comparaison-là. d'accord. Et puis j'ai découvert, euh, on va dire plus récemment, quand je dis plus récemment, c'est maintenant, ça fait quelques temps quand même, tous les travaux qui étaient faits à travers le monde, parce que je me suis intéressé à cette eau, et je me suis rendu compte qu'il y avait un quatrième état de l'eau, dont on parle beaucoup moins. Alors, Et c'est de ce quatrième ouais. état-là dont je vais vous parler ce soir. Alors, je vais quand même garder cet aspect vibratoire liquidien. Pourquoi? Parce que cette eau que l'on a et qui est au travers de tous les flux liquidiens de notre corps, que ce soit les espaces disco, on le sait, les discopathies qui touchent quand même 95%, 95% pour nos amis belges et nos amis suisses que je salue. 95-95% des Occidentaux souffrent de discopathie. Discopathie, pourquoi? Parce que carence hydrique. On va comprendre après pourquoi les volumes d'eau. Euh, mais il y a cet aspect qui est beaucoup, beaucoup plus important pour moi, qui est, on va dire, ce quatrième état, qui est une eau qui se situe dans des espaces dont on n'a pas l'habitude de parler, du moins, certains commencent à en parler beaucoup, on commence à en entendre parler au travers notamment de la puissance et de la magie du net, de toutes ces formations qu'on va trouver en ligne, etc., etc. On commence au travers de personnes comme Stéphane Rouet, comme le professeur Marc-Henri, comme Emilio Del Guedic, et comme on a beaucoup, beaucoup parlé, et tout le monde en parle beaucoup, il n'est plus parmi nous malheureusement, mais de Masaru Emoto, etc., etc. Montagnier aussi. Montagnier aussi Mhm. qui en parle et qui a été très longtemps aussi dénigré au travers de ses travaux sur l'eau, au même titre que Masaru Emoto. Et donc, et puis d'autres chercheurs encore, hein, au travers du CNRS notamment, avec notamment Jacqueline Bousquet qui en a parlé, etc., etc. Mais plus là sur la puissance, on va dire, de la pensée, on va dire, dans sa structuration, au niveau de la structuration, ce qu'on appelle, et je vais en reparler ce soir, ce qu'on appelle les biophotons. Donc, mais je vais en reparler. Et donc, j'ai découvert cette quatrième forme de l'eau. Pour pouvoir expliquer cette quatrième forme de l'eau, et puis surtout ce que j'ai découvert, enfin ce que j'ai compris, c'est que cette eau, elle était en lien. Tu sais, moi, je travaille beaucoup sur la posture, tu le sais. Je Mhm. suis ostéopathe du sport, je suis posturologue. Et la posturologie, c'est quoi? C'est l'impact de la posture sur, notamment pour nous autres ostéopathes, sur la lésion primaire, ce qu'on appelle la recherche de la lésion primaire, mais aussi sur les schémas émotionnels. On sait que la posture est un des premiers bras de levier de nos schémas émotionnels. Et c'est quelque chose que j'ai toujours su, que j'ai toujours appris et que j'ai toujours retransmis au travers de mes interventions, que ce soit en conférence ou en formation ou en séminaire, notamment en prenant pour exemple des gens comme Amy Cuddy ou d'autres qui ont fait le lien, on va dire, ou les gens comme en PNL, comme certains grands pontes, on va dire, de la PNL, qui ont fait le lien entre la posture et les émotions. Je savais que, comme beaucoup, on sait que la posture est un des premiers bras de levier de nos schémas émotionnels. Oui, mais pourquoi? Et ça, la question que je me suis posée, quel est le lien entre la posture? Alors, on m'a dit, c'est tout le système neurovégétatif, orthosympathique, parasympathique. C'est ce que moi-même, j'ai dit pendant des années, des années, des années, en tant que bon kiné, C'est ce qu'on ostéopathe. t'enseigne aussi. C'est ce qu'on nous enseigne, Mhm. absolument. Et c'est ce que j'ai retranscrit, et c'est ce que j'ai dit pendant de nombreuses années, c'est au travers du système neurovégétatif, ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, le système nerveux neurovégétatif autonome, c'est ce fameux système nerveux qui est indépendant de la volonté, qui est, on a le système nerveux volontaire, je décide de prendre mon verre, je prends mon verre et je le porte à la bouche, c'est un acte volontaire, ça c'est le système nerveux volontaire. Et puis on a le système nerveux indépendant, qui est responsable de toute la vie autonome, à savoir de notre transit intestinal, du péristaltisme intestinal, de la chair de poule, du rythme cardiaque, d'accélération, du ralentissement du flux, on va dire transit ou circulatoire, peu importe. Et tout ça, c'est le système nerveux indépendant. Et ce système nerveux indépendant, il y a deux systèmes. Orthosympathique, l'accélérateur, la pédale d'accélérateur, si on devait faire une analogie avec une voiture, et le parasympathique qui est le frein. Et normalement, on vit toujours équilibré avec ce qu'on appelle une belle harmonie neurovégétative. Sauf que 90%, 95% de la population occidentale, on vit ce qu'on appelle avec des dystonies
on s'adapte, on essaye de s'adapter dans nos vies au travers de dystonie neurovégétative, c'est-à-dire de déséquilibre D'accord. neurovégétatif. Soit on a trop d'accélérateur, soit on a trop de frein, on est plombé, soit on est speed, et on va le reconnaître chez les gens, du coup, au travers de leur posture. Pourquoi? Parce que des gens qui sont très speed, par exemple, je prends un exemple, les schizophrènes en pathologie, ben vous verrez très souvent les schizophrènes se balancer latéralement. Pourquoi? Parce que dès qu'on balance latéralement, on va se calmer, on va stimuler son système parasympathique. Ça, c'est le lien entre la posture. Mais vous allez comprendre, quand je vais avancer avec le travail sur l'eau, l'impact de ça sur cette quatrième forme de l'eau. C'est pour ça que j'en parle. Et puis, vous verrez, par exemple, les athlètes, ceux qui vont faire un triple saut ou un saut à la perche ou un saut en hauteur, quand ils vont partir, ils vont se propulser d'avant en arrière, comme ça, ils vont faire des mouvements antéro-postérieurs. Pourquoi? Parce que le système antéroposte va stimuler le système orthosympathique au travers de ces fameux flux liquidiens dont on va parler. Et donc, cette posture, moi j'étais toujours, ok, c'est le système neurovégétatif qui va impacter nos schémas émotionnels, et j'étais resté ancré là-dedans. Mais il me manquait quelque chose, il me manquait vraiment un truc, et ce truc, ce petit quelque chose, ce petit rien du tout, je l'ai trouvé au travers des travaux du professeur Marc-Henri, d'Emilio Daiguedec, de Masaru Emoto, etc., en travaillant sur et en apprenant. J'ai ce truc-là, moi, c'est que j'apprends, je passe ma vie à apprendre, je passe mon temps à apprendre, mais on est tous pareils. On essaie, on apprend, on apprend, on apprend. Et moi, j'apprends dans l'optique de redonner, de redonner l'information derrière en croisant les liens avec tout ce que j'ai appris avant. Et ça m'a permis de comprendre plein de choses que j'ai expliquées depuis des années, mais dont je n'avais pas on va dire, la réponse exacte, précise, et qui me laissait un petit quelque chose d'inachevé. D'inachevé. Merci. D'inachevé. Et là, j'ai pu comprendre plein de choses. Donc, pour comprendre cette quatrième forme de l'eau et le lien avec tout ce que j'ai dit juste avant, je vais juste vous parler de quelque chose dont on parle de plus en plus, à savoir les champs quantiques. On le sait maintenant, au travers de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tous les travaux qui ont été faits, notamment Nassim Haramein, etc., et plein d'autres de son acabit, Joe Dispenza, enfin je ne vais pas les citer, Greg Braden, etc. On sait que notre univers, dans notre univers, tout ce qui est dans l'univers est composé de vide, majoritairement. Les chiffres donnés, tout le monde les connaît, c'est 0,0001% de matière et 99,9999% de vide. On continue à décrire tout ce qui est au travers du vide. En fait, au travers de la matière, je veux dire, en fait, pour pouvoir expliquer la matière, on devrait comprendre le vide, d'abord. Et pour, on va dire, intégrer le vide, il faut le faire, on ne peut le faire qu'au travers on va dire, de ces flux liquidiens. Pour moi, enfin, on peut le faire. C'est beaucoup plus facile quand on y met, on va dire, des choses dans ce vide-là. Parce que le vide, c'est quelque chose, tu le sais, de très abstrait. Et essayer d'intégrer quelque chose d'abstrait, c'est très compliqué pour bon nombre d'entre nous. On parle d'information. On parle d'information. Ouais. C'est ce que j'adore la phrase j'adore l'analogie de Stéphane Drouet qui parle de notre médecin, on va dire, quantique, de notre médecin naturel. C'est-à-dire, ces champs quantiques, ce vide quantique notamment, dans lequel il y a toute l'information disponible, on va dire, toute la connaissance, toute l'information, toutes les solutions présentes dans ces vides quantiques. Mais vous allez comprendre pourquoi je reviens là-dessus. On le sait, donc, ce vide est présent partout. De l'immensément grand, quand je prends une galaxie, notre galaxie, la Voie lactée, elle est composée de systèmes solaires, et entre tous ces systèmes solaires, 99,9999% de vide. Pareil pour un système solaire, un soleil, des planètes, et tout ce vide entre tout ça. Et quand on descend de plus en plus petit, c'est toujours pareil, avec notamment les molécules, avec les atomes, etc., et puis les neutrons, les électrons, les protons, et entre tout ça, 99,999% de vide. Donc tout ce vide-là a une particularité, c'est que tout ce vide, en fait, n'est pas vide. Tout ce vide contient quelque chose qui est très, très important, et qui ne se situe que dans ce vide-là, à savoir cette quatrième forme de l'eau. La quatrième forme de l'eau, c'est quoi? En fait, on sait qu'un être humain est composé quand il est un embryon humain, à 90% d'eau, en embryon.
Le placenta, c'est 80, dans la vie intra-utérine, c'est 91% d'eau. On n'est quasiment que de l'eau. Et puis, quand on vieillit, quand on grandit, on devient adulte, et là, c'est 70% en moyenne d'eau. Et plus on vieillit, plus on perd cette eau pour finir, on va dire, à peu près à 60 ans, à 55-60% maximum d'eau. J'adore la phrase qui dit aussi qu'on est NaT alcalin et hydrique, et on meurt, et hydraté donc, et on meurt acide et déshydraté. C'est le cheminement de toute une vie. C'est la raison pour laquelle tout mon travail en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, se fait au travers de deux choses. La recherche de l'équilibre acido-basique, qui est pour moi fondamentale, et je vais en reparler parce que tu vas prendre conscience, et vous allez prendre conscience de l'impact de ça sur notamment cette eau qui nous habite, et sur l'hydratation. Alors pendant longtemps aussi, j'ai expliqué en formation que si, et je crois qu'on en avait déjà parlé sur un webinaire précédent, que je peux boire 2 litres d'eau par jour et cependant être totalement déshydraté. Et je peux même boire depuis 20 ans, 30 ans, 2 litres à 3 litres d'eau par jour et totalement déshydraté. Pourquoi? Parce que, et ça fait 30 ans que je le dis, hein, je ne connaissais pas encore les travaux, et notamment les travaux de Marc-Henri là-dessus. Tout simplement, pourquoi? Parce que 80% de cette eau que l'on boit sert à drainer et ne sert pas à hydrater. C'est une eau qui est déstructurée, l'eau que l'on boit, qui est complètement polymolécularisée, c'est-à-dire en cluster polymoléculaire, et qui ne pénètre plus les membranes cellulaires, donc du coup qui n'est plus intégrée par notre être, par notre corps, par nos cellules. Donc on peut boire beaucoup et être déshydraté. Et il y a cette notion d'acidose derrière. Ce sont les deux choses sur lesquelles moi je travaille principalement. Et quand j'ai découvert ce dont je vais parler ce soir, j'ai compris l'impact de l'acidose et l'impact de l'hydratation. Et pourquoi, depuis 30 ans, je disais qu'on pouvait boire beaucoup et être totalement déshydraté et avoir, par exemple, des discopathies, parce qu'on le sait aujourd'hui, 95% des discopathies que l'on fait ne sont pas liées au poids que l'on porte ou au poids que l'on a, elles sont liées à une déshydratation. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'un disque intervertébral, un nucléus pulposus, le noyau intervertébral, c'est 99,9% d'eau. Ce n'est quasiment que de l'eau. Et dès qu'on est déshydraté, forcément, avec la gravité, pouf, perte de l'incompressibilité et discopathie qui se met en place. Donc ça, c'est dans son aspect physiologique. C'est 70% d'eau physiologique. Sauf que l'être humain est plus complexe que ça, c'est que l'être humain est un être hydrique. À savoir qu'il n'est pas composé que de 70% d'eau physiologique, visible, il est aussi composé de 99,1%, et j'insiste sur le 1%, c'est Marc-Henri, d'eau moléculaire. C'est une eau, cette eau moléculaire qui est très particulière. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas du tout dans la même forme que cette eau que l'on a l'habitude d'entendre et dont on a l'habitude de parler, à savoir cette eau H2O. Cette eau moléculaire est une eau qui a plusieurs particularités. Elle est invisible. Pourquoi elle est invisible? Parce qu'elle se trouve justement dans ces champs quantiques, dans ces espaces, dans ce vide quantique qui relie à tout. Et on va comprendre, au travers de cette eau, pourquoi la mémoire de l'eau, pourquoi la transmission au niveau de la communication cellulaire. Tu vois, il y a des travaux, je ne sais pas si tu as entendu parler de ces travaux qui ont été faits sur un séquençage ADN, avec un marquage ADN, et une modification en épigénétique, avec une modification épigénétique, donc activation, désactivation de ces gènes chez un patient à qui on avait fait un prélèvement et amené son prélèvement à 6000 km de là. Non, j'ai pas entendu parler de ça. Moi, j'ai entendu parler d'une enfin, je l'ai vu, l'expérience de téléportation d'ADN qui avait été dissolu dans de l'eau, lié sur YouTube. Et recréé en Italie. Et oui, alors ça, c'est au travers de cette eau moléculaire. Ouais. Ça, on est bien d'accord. Et il y a eu une autre expérience qui a été faite sur quelqu'un à qui on a fait un prélèvement ADN. Et ce prélèvement ADN, en fait, a été transporté à plusieurs milliers de kilomètres de chez lui. Et cette personne, ensuite, on lui a fait faire régime alimentaire, école du rire, pensée positive, méditation, enfin bref, tout ce qui pouvait impacter, regarder des films drôles, tout ce qui pouvait impacter ses pensées, surtout ses schémas de pensée, parce qu'on le sait en épigénétique, ce sont nos pensées plus que tout qui vont activer ou désactiver les 15, 20, 80, 85% de gènes actifs ou inactifs. Et donc,
ils ont transporté ça et puis ils ont fait faire pendant 3 mois, 4 mois, des modifications, on va dire, à cette personne sur ce mécanisme de fonctionnement et sur ses pensées. Et puis, ils ont refait un prélèvement 4 mois après de l'ADN de cette personne. Et ils se sont rendus compte que les gènes étaient les mêmes, puisque forcément c'est le même ADN. Par contre, l'activation et la désactivation étaient complètement différentes. Pourquoi? Parce qu'il avait changé ses mécanismes de pensée. Sauf que, beaucoup plus surprenant, à distance, à plusieurs milliers de kilomètres de là, son séquençage ADN, son prélèvement ADN qui était gardé à distance, avait lui aussi changé et désactivé Ah et ouais. activé ses gènes actifs et ses gènes inactifs. C'est-à-dire qu'il s'était synchronisé Ah ouais, d'accord. avec l'ADN de la personne qui était à plusieurs milliers de kilomètres de Bah, là. c'est un peu de l'intrication quantique. Bah, pour moi, cette modification se fait au travers justement de cette information liquidienne qui se trouve dans ces champs quantiques et dans ce vide quantique. C'est cette fameuse information liquidienne. Et l'eau, donc cette eau, telle que décrite par Marc-Henri, est une eau qui est invisible, je l'ai dit. C'est une eau qui est polymorphe, qui change de forme. C'est une eau qui n'a pas une structure H2O, mais qui a une structure à triple liaison hydrogénée. C'est ce qui modifie, en fait, ce qui fait qu'on l'appelle cette quatrième forme de l'eau, qui est une forme, on va dire, semi-gélifiée, à mi-chemin entre du solide et du liquide. Vraiment entre les deux. C'est une eau qui est interfaciale. Je vais en revenir par rapport à ces fascias juste après. Mhm. C'est une eau qui est donc plus ou moins structurée, on va comprendre, en fonction de comment on gère notre vie derrière. Et cette eau, en fait, elle est présente partout dans notre corps. J'adore l'image de Marc-Henri qui nous explique que l'être humain n'est constitué que de fascia. On avait fait d'ailleurs, je crois, Bien sûr, une émission sur les fascias. Il y a eu, un webinaire sur les la fascias. dernière, c'était uniquement sur C'était les fascias. sur les fascias, tout à fait. Donc, je vous invite à revoir, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, le webinaire sur les fascias, parce que vous allez faire le lien avec ce que je vais dire maintenant. En fait, l'être humain, pour Marc-Henri, est constitué de fascias et d'eau. Et il va plus loin, il dit que si on retire les fascias, donc pour ceux qui n'ont pas vu le webinaire, les fascias, c'est toutes les membranes qu'on a dans nos corps, dans notre corps, qui, en fait, on parle des fascias, mais les puristes comme moi diront le fascia, parce que c'est un seul et même fascia. Si on retire le fascia, du moins les membranes, les aponevroses, à quelqu'un, il ne resterait qu'une flaque d'eau, parce qu'on est vraiment constitué quasiment que d'eau. Et c'est cette eau, donc, qui est dans ces champs, qui se trouve dans l'invisible, qui se situe donc interfacial, c'est-à-dire qui se situe entre tous ces fascias, est en perpétuel mouvement. Et ce sont les mouvements, les flux liquidiens de cette eau moléculaire, on va voir comment après et pourquoi, qui vont ensuite devenir, qui vont se transformer, qui vont créer, qui vont être à l'origine de flux électriques, neuroélectriques, qui vont être d'ailleurs, on va dire, visualisés et verbalisés, entre guillemets, au travers d'électrocardiogrammes, au travers d'électromyogrammes, au travers d'électroencéphalogrammes. Quand on change la posture de quelqu'un sur ces trois capteurs électriques, on se rend compte qu'il y a des modifications de flux électriques. Et donc, ces flux liquidiens vont créer des flux électriques. Ces flux électriques vont remonter dans notre corps au travers du système neurovégétatif, notamment du système vague, c'est-à-dire du nerf vagal, le fameux nerf vague. Le nerf vague, qui est un nerf crânien, un des plus puissants nerfs crâniens, le 10e nerf, le pneumogastrique, qui descend en fait, le nerf crânien qui descend et qui fait le lien entre ce qu'on appelle pour on va dire tous ceux qui sont dans le corps médical, toute la partie mésentérique droite, c'est-à-dire la partie droite de l'abdomen. Je mets une transverse comme ça sur l'abdomen, tout ce qui est à droite ici, partie mésentérique droite est innervé par ce fameux nerf vague qui a une origine crânienne dans son aspect, on va dire, parasympathique, c'est-à-dire ralentisseur, pour calmer. C'est ce qui va calmer le péristaltisme, ce qui va ralentir le flux, ce qui va ralentir tout ça. Et donc, ce nerf vague, c'est une autoroute qui va dans les deux sens. On sait aujourd'hui, par exemple, que quand quelqu'un a une émotion, ça on le sait, ben on va avoir un impact sur l'intestin. D'accord? Mais on sait aussi que quand on modifie la physiologie de l'intestin de quelqu'un, notamment son microbiote, on va modifier derrière les schémas émotionnels, la sérotonine, etc. On va modifier les schémas émotionnels et les schémas de pensée de la personne. D'où le nom, entre autres, de second cerveau et de siège des émotions. Et ça se fait au travers de ce fameux nerf vague.
Et c'est ce même nerf vague qui va faire remonter ces flux électriques qui ont été créés par ces fluctuations liquidiennes, qui vont passer par l'intestin, ces flux électriques, vont modifier d'un point de vue vibratoire toute la physiologie intestinale, notamment au travers de ces sécrétions de sérotonine, donc des fameuses plaques de Peyer qui vont sécréter la sérotonine, parce qu'on ne le sait pas, mais notre intestin, enfin très peu le savent, mais notre intestin est une glande endocrine qui sécrète presque jusqu'à 90% de notre sérotonine. Et puis, ces flux électriques vont remonter, passer par le cœur et modifier la fréquence vibratoire de notre cœur. Et puis, ces flux électriques vont remonter, passer par la protubérance derrière, au niveau du cerveau, venir impacter notamment les noyaux du sommeil qui se trouvent au niveau de cette protubérance, et donc impacter notre sommeil, et vont remonter ensuite jusqu'à notre système limbique, ces flux électriques, pour venir rentrer en résonance avec toutes nos mémoires, toutes les mémoires que l'on a. Et c'est cette résonance avec ces mémoires qui vont être à l'origine, d'un point de vue vibratoire, j'entends, qui vont être à l'origine de nos pensées derrière, de nos émotions, pardon, derrière. Et c'est comme ça que nos émotions se déclenchent. Et bien sûr, si j'ai des flux liquidiens avec des états vibratoires qui sont élevés, je vais rentrer en résonance avec des croyances et avec des mémoires, ce qu'on appelle en Ho'oponopono, ces fameuses mémoires erronées, ces mémoires qu'on a en nous. Je vais rentrer en résonance avec des mémoires qui sont sur des états vibratoires élevés, donc des émotions, derrière des émotions positives, de joie, de bonheur, de choses comme ça. Par contre, si je suis sur des flux liquidiens à bas niveau vibratoire, je vais venir entrer en résonance avec des croyances et des mémoires qui sont sur le même niveau vibratoire et créer des émotions derrière qui vont être sur le même état vibratoire de jalousie, de rancœur, de peur, etc., etc. Et donc, ensuite, ce sont ces émotions, au travers de ces mémoires et de ces croyances, ce sont ces émotions derrière qui vont être à l'origine de nos pensées, de nos dizaines de milliers de pensées, 95% en mode automatique, récurrentes, les mêmes que la veille, et surtout, dans notre langue de Molière, notre si belle langue de Molière, jusqu'à 80% de ces pensées négatives. Tout ça, de par notre programmation, on va dire, verbale, au travers de notre langue. Tu le sais pourquoi on a 80% de pensées négatives? C'est tout simplement parce qu'on parle français. Ah, ouais. Pourquoi, si on parlait une autre langue? Parce que les Scandinaves sont à moins de 40% de pensées négatives. Oui, qu'on appelle ça les cultures germaniques, alémaniques, ont beaucoup moins. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu regardes dans le dictionnaire, et oui, amuse-toi à regarder dans le dictionnaire, et je laisse les gens s'amuser à le faire, regardez la définition du mot amour. Dans le Larousse ou il y a 14 mots pour définir le mot amour. Par contre, pour définir un mot comme la haine, qui sont des émotions négatives, il y a 62 mots. Il y a beaucoup plus de mots pour traduire des émotions négatives que pour traduire des émotions positives. Et qui plus est, on a un système éducatif en France qui fait que d'entre 0 et 6 ans, ça a été dit, je crois, et verbalisé, c'est plus de 50%, je crois, jusqu'à 66% de notre éducation se fait au travers de négations, de mots négatifs. Donc on est programmé, c'est ce que Don Miguel Ruiz appelle notre, on va dire, le formatage, la domestication. On est programmé pour être dans ces, on va dire, pensées négatives. Et donc, nos émotions vont être à l'origine de ces pensées. Et ces pensées, derrière, vont être à l'origine de nos actes, de nos mots, MOTS, mais quand elles sont dans le domaine du subconscient, vont être à l'origine, bien sûr, de nos mots, MAUX. Et ça va venir modifier cette physiologie derrière, qui va venir, par effet récurrent, modifier bien sûr, toute la neurophysiologie derrière, avec notamment nos sécrétions neurohormonales, mais surtout nos pensées et les flux liquidiens vont venir aussi impacter la mémoire cellulaire et les flux cellulaires au travers, on va dire, du noyau cellulaire, et donc être à l'origine de ces modifications épigénétiques derrière. Comment ça a été expérimenté? Comment on arrive à faire ce circuit de l'eau par rapport à nos émotions? Il faut poser la question aux grands de ce monde qui travaillent là-dessus, notamment des gens comme Marc Henry,
Au niveau de cette structuration aussi, il y avait comment il s'appelle Pollack, Gilbert Ouais. Pollack, c'est Gilbert, ouais, Gilbert Parce que Pollack. ça a été quand même expérimenté de façon scientifique. Il y a eu Bien des sûr. expériences quand même. Mais bien sûr, Mm. bah, ça a commencé il y a quelques années, bien sûr, avec les travaux de Masaru Emoto, Ouais, qui a commencé à travailler. D'ailleurs, je conseille un magnifique film sur Gaïa TV, si je ne sais pas si je peux le citer, bien sûr. sur la magie de l'eau, que je vous invite à regarder, parce que magnifique, et on comprend bien que l'eau est une structure qui est vivante, qui n'est pas morte, qui n'est pas. C'est une structure c'est une structure qui s'adapte, c'est une structure qui réagit. Je vais presque dire, c'est une structure qui a, en plus, c'est pas, je vais même pas presque dire, c'est que je le dis, c'est une structure qui a une mémoire, qui garde en mémoire tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. Et, 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 et on n'a pas conscience de tout ça. Et bien sûr, les premiers à avoir travaillé là-dessus, ben, c'est Masaru Emoto. Et Enfin, les oui. premiers à avoir, on va dire, démocratisé Ouais. ses travaux sur l'eau, ça a été Masaru Emoto, qui a été décrié jusqu'à sa mort, hein. Il est mort en 2015, Masaru Emoto, et jusqu'à sa mort, ça a été décrié. Et ça a été validé en post-mortem par des gens comme notamment Emilio Del Guidice, qui est un physicien, qui est venu, on va dire, faire prendre conscience de la justesse et de la véracité des travaux de Masaru Emoto par des gens comme Jacqueline Bousquet du CNRS, par des équipes de chercheurs de Stuttgart en 2017 qui ont validé les travaux de Masaru Emoto. Donc il a été, on va dire, reconnu post-mortem, ensuite validé derrière par des gens comme Montagnier, et puis un peu plus récemment qui viennent expliquer cette eau-là, mais même s'il garde une certaine distance, on va dire, avec ses travaux, des gens comme Marc-Henri. Mais tous ces travaux sur l'eau, maintenant, sont validés, sont expliqués et sont décrits. Parce que maintenant, en fait, on se demande même si c'est pas une redécouverte de la médecine ayurvédique ou de la médecine chinoise, qui déjà faisait le lien entre pas l'estomac, tout ce qui est appareil digestif et Bien sûr, mais et tu sais, oui, pardon. ouais, donc c'est ça, voilà. Donc, le- ce, ce- ce- on en parlait. Moi, j'avais reçu des médecins ayurvédiques qui me parlaient beaucoup de ça, des liens entre différents points, entre si tu as mal là, c'est les émotions et les endroits où tu avais un problème. Et là, j'ai l'impression qu'on redécouvre et qu'on, scientifiquement, si tu me dis que ça a été expérimenté, scientifiquement, on arrive à le prouver, à prouver que ça existe et qu'il y a des liens entre les émotions et ce quatrième état de l'eau qui ferait un petit peu le lien avec tous ces endroits euh, Ben, entre nous, dans notre corps. tout à fait. Le lien le quatrième état de l'eau, ce qu'on appelle la quatrième forme de l'eau, vient expliquer, justement. Moi, pour moi, est venu expliquer. Tu sais, j'ai fait une formation sur Tai Chi, Qigong et développement personnel, que j'ai fait à un moment donné avec un maître Tai Chi. Et donc, j'explique, hein, le travail et le lien qu'il y a entre le Qi, le travail de cette circulation du Qi, qu'on appelle le Ki chez les Ouais, Japonais, ouais. ah, que d'autres, Wayne Dyer, appelleront la source, hein, que Nassim Haramein appellera les champs unifiés, etc., qui en fait, on parle tous de la même chose. Mais ce travail sur l'eau et sur cette compréhension de l'eau fait comprendre ben, ce qu'est ce flux, justement, du Qi, fait comprendre Ouais. pourquoi le Feng Shui, pourquoi la MTC, la médecine traditionnelle chinoise, fait comprendre plein de choses, notamment fait comprendre le pourquoi de cette mémoire. Tu sais, moi, je travaille beaucoup dans la libération émotionnelle, je travaille beaucoup comment on appelle ça, sur la mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire sur le passage et l'information au niveau cellulaire de toutes ces mémoires, on va dire, ancrées, familiales. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait un petit peu complexe à expliquer, mais cette mémoire de l'eau, permet de comprendre pourquoi le transgénérationnel. Cette mémoire de l'eau permet de comprendre pourquoi l'homéopathie, tout comme permet Et de oui. comprendre pourquoi le curare et les dilutions au curare chez les Indiens d'Amazonie, etc., etc., Mhm. etc. C'est une mémoire qui est, tu sais, pareil, une expérience, mais ça, ben, tu la verras si tu regardes ce film sur Gaïa TV, si vous regardez ce film sur Gaïa TV, euh, l'impact de la mémoire de l'eau. Euh,
un accident qui est arrivé, je crois que c'est dans un laboratoire allemand, décrit dans ce reportage, où dans un récipient d'eau pure, mais vraiment pure, une fiole de poison, en fait, est tombée par accident. Mais la fiole est restée fermée, hermétique, complètement. Et la scientifique qui avait fait cette erreur-là n'a pas voulu le dire, a laissé le truc le temps que, et puis quand X, X temps après, quand plus personne ne regardait, a ressorti la fiole, l'a re-rangée, a retesté l'eau, et l'eau était pure, sans aucun produit. Ils ont donné cette eau à boire, c'était de l'eau qui était programmée pour être bue par des rats. Tous les rats sont morts. Et en fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que l'eau avait gardé en mémoire l'information de la nocivité du produit qui était dans la fiole. Cette fameuse mémoire de l'eau, qui est passée dans cette eau-là. Donc l'eau, c'est vraiment quelque chose qui est absolument extraordinaire d'un point de vue transmission d'informations. Est-ce qu'on pourrait nous-mêmes programmer, pourquoi pas, une guérison d'une maladie? Donc l'effet placebo, ça expliquerait aussi l'effet placebo. Bien sûr, ça explique l'effet placebo, tout comme ça explique l'effet nocebo. Juste pour info, et là je parle en tant que thérapeute et je m'adresse aux autres thérapeutes, on le sait aujourd'hui, tout comme l'effet placebo intervient à plus de 33%, c'est-à-dire je crois que c'est 35% le chiffre qui est cité en médecine dans des process de guérison, je ne vais pas dire guéri, 35%, mais intervient dans le process de guérison à 35%, de la même façon, l'effet nocebo, l'impact des pensées négatives, intervient à plus de 35% dans les process de mise en place des pathologies. On le sait aujourd'hui, quelqu'un à qui on diagnostique un cancer, ce qui va le tuer le plus, ce n'est pas le cancer, c'est le fait de lui annoncer qu'il a le cancer. Pourquoi? Parce que ça déclenche des mécanismes de pensée avec un effet nocebo derrière qui va venir impacter de façon délétère le développement cellulaire. Et donc, et ça se fait au travers de l'eau. Ça se fait au travers toujours des pensées et donc de ces flux liquidiens. Alors bien sûr, on a un moyen de le faire, parce qu'on peut impacter cette eau. On peut impacter de plusieurs façons cette eau. D'abord, cette eau, la qualité de ces flux liquidiens, je l'ai dit, va déterminer. La posture, je l'ai dit, va déterminer ces flux liquidiens. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de ces flux liquidiens? Ces flux liquidiens, c'est quoi? Ce sont des molécules avec des atomes d'hydrogène et d'oxygène, d'accord, qui circulent. Et un atome, c'est quoi? Un atome, c'est un noyau avec un proton, neutron, et autour, des électrons qui circulent en permanence. D'accord? Et nous sommes constitués de ça. Sauf que ces flux électriques qu'il y a autour de ces atomes d'eau dans ces champs-là va être impacté par plein de choses. Et plus ces flux électriques augmentent et plus la circulation électrique de ces électrons est ample, plus le vortex, plus les espaces entre ces molécules d'eau va devenir important. Et ce sont ces espaces qui vont déterminer derrière la qualité de nos émotions. Plus ces espaces sont importants, plus on est sur des émotions positives, plus on est sur des espaces restreints, limités, avec une petite mobilité, une perte de mobilité électrique au niveau de ces atomes dans ces molécules d'eau, H3O2, plus la qualité va être, plus l'impact va être délétère sur la qualité et la qualité de nos émotions. Donc, il faut travailler sur ces flux. Et qu'est-ce qui impacte? La question, c'est qu'est-ce qui impacte? En fait, ces molécules d'eau vont se structurer. Et comment elles se structurent? Au travers des espaces qu'il y a. Moi, j'aime bien comparer ces espaces qui vont déterminer la beauté de notre vie au silence, qui sont les espaces entre les notes de musique, qui vont déterminer la beauté d'une mélodie. Ce qui va faire toute la beauté d'une mélodie, ce ne sont pas les notes qui sont couchées sur un papier, sur une grille. Ce qui va faire toute la beauté d'une mélodie, ce sont les espaces, ce qu'on appelle les silences, entre ces notes-là. Et il en est exactement de même chez un humain. C'est-à-dire, ce qui va faire la beauté des émotions qu'on va avoir, ce ne sont pas les molécules d'eau qu'il y a, ce sont les espaces entre ces molécules qui sont en fait des vortex. Tout se structure dans les champs liquidiens, et notamment les champs quantiques, tout se structure au travers de vortex. Tu regardes un embryon humain, tout chez un embryon, chez nous, tout s'est structuré. Regarde un bébé quand il naît, sa première touffe de cheveux, alors moi j'en ai plus, mais la première touffe de cheveux qu'on a quand on est bébé, c'est un vortex. C'est un mouvement
comme un cornet de glace italien. Tu sais, tchac, Ouais, ouais. comme ça. La cochlée de notre oreille, c'est un vortex. Le flux liquidien sanguin dans nos artères et dans nos veines, c'est un vortex. Le, la construction de notre chaîne d'ADN en double hélice est un vortex. L'eau circule au travers de vortex. Et que fait l'eau si tu regardes une rivière? Ben, quand l'eau elle descend une rivière, elle vient percuter un rocher, elle se déstructure. Que fait-elle quand elle contourne le rocher pour se restructurer? Elle recrée un vortex, un tourbillon. Et c'est comme ça qu'elle se structure. Et l'eau ne peut se structurer qu'au travers de ces vortex. Il en est exactement de même dans nos espaces, dans nos champs quantiques, dans notre vide, on va dire, intérieur, qui en fait est tout ce qu'on est. Et donc, on peut impacter ces espaces-là. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on peut impacter deux choses. On peut impacter la quantité d'eau, tout simplement en restructurant notre peau. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose de très important. Pourquoi on est déshydraté? Parce que l'eau que l'on consomme en bouteille ou au robinet est complètement déstructurée. Pourquoi? Parce qu'elle est dans des canalisations, elle se déstructure, mais elle ne peut pas créer de vortex derrière, donc elle arrive déstructurée. Et pour se restructurer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en cluster polymoléculaire, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et à partir de là, cette taille de cluster polymoléculaire fait que la molécule d'eau n'arrive plus à pénétrer dans la membrane cellulaire. Ça serait un petit peu comme essayer de faire rentrer une balle de tennis dans un filet de ping-pong, tu vois, ça passe pas. Et le seul moyen qu'on ait derrière, c'est de restructurer cette eau. Donc, soit on le fait au travers d'appareils qui existent, qui sont vendus dans le commerce, enfin dans le commerce qui sont vendus, soit on le fait aussi tout seul, on peut le faire. Moi, Voilà. par exemple, pendant très longtemps, j'ai fait quoi? Ben, je filtrais mon eau avec un filtre de base, et puis ensuite, je mettais mon eau systématiquement en bouteille, Bleu, et une je fois que suppose. j'ai mon eau de préférence bleue, bien sûr, et ma bouteille exposée à la lumière, bien sûr, c'est-à-dire que j'évite les frigidaires, pas à cause du froid, j'évite les frigidaires à cause de l'obscurité. Tu vas comprendre pourquoi après quand je vais parler de photons. Et, et ensuite, je crée un vortex inversé, très important. Nous sommes dans l'hémisphère nord, le vortex doit être dans le sens anti-horaire pour venir créer ce vortex et permettre à cette eau de se restructurer, donc de se déclustariser, c'est-à-dire de défaire ces agglomérats polymoléculaires. Et à partir de là, l'eau va être beaucoup plus assimilable au niveau cellulaire. Donc il y a cette qualité d'eau qu'on peut consommer. Et puis derrière, on a plein de moyens pour pouvoir modifier ces fameux flux liquidiens. Mhm. Alors, Je suppose que tu vas parler de la machine pour de pas forcément. l'eau Kangen, c'est ça? Non, 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 pas, Pas pas du parler tout. de Kangen, D'accord. même si c'est quelque chose que je conseille à beaucoup de faire. Pas du tout, parce qu'en fait, il y a plein d'autres choses pour pouvoir Ouais. travailler sur cette eau. Et ce qui est important pour moi, c'est de comprendre que l'eau que l'on consomme va impacter qui nous sommes. C'est-à-dire va venir impacter nos émotions. Ça, on l'a compris. Mais de la même façon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que qui nous sommes va venir impacter l'eau que nous sommes. C'est-à-dire que c'est un cercle vertueux. En fonction de la qualité de certaines choses dont je vais parler maintenant, je vais impacter donc les émotions qu'il va y avoir derrière, mais en fonction de la qualité de mes émotions et de la libération émotionnelle, d'où l'importance derrière de travailler sur cette libération émotionnelle, de reconnaître ces émotions, de les accepter, de ne pas être dans le déni et de s'en libérer par des techniques de libération émotionnelle, vont venir, cette libération émotionnelle, qu'elle soit transgénérationnelle ou personnelle, va venir impacter la qualité de l'eau. Et ça se fait ce qu'on appelle au travers de rayonnement biophotonique. Donc pourquoi je dis ça? Ouais. Tout simplement parce que cette eau, ces espaces, ces vortex, ces espaces entre les molécules sont très 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 sensibles à plusieurs choses, notamment au rayonnement photonique. Le rayonnement photonique, c'est quoi? Ben, les photons, c'est la lumière. D'où l'importance de s'exposer à la lumière. Alors toi en Corse, bien sûr. Eh oui, j'ai cette chance. Eh ouais, Et tu l'as facile. aussi quand tu viens chez Surtout nous, à hein? Ajax. Ben, j'y viens la semaine prochaine, dans 15 jours. Donc, je retourne au village dans 15 jours. Bien sûr, tu le sais en tant que Corse, mon village étant le plus beau village de Corse. Exactement comme le mien. C'est quand Voilà. même fou, Ouais. hein? Et donc, ben, s'exposer au champ photonique, au rayonnement photonique, c'est-à-dire, bien sûr, à la lumière, mais il n'y a pas que la lumière qui amène des champs et des rayonnements photoniques qui vont venir impacter la qualité de l'eau, il y a aussi l'impact de l'alimentation. L'alimentation que l'on mange quand on est sur une alimentation plutôt bio et une alimentation qui est de production locale et de saison, Eh oui. forcément,
est rempli de ces rayonnements biophotoniques, de ces rayonnements photoniques et d'énergie photonique. Et donc, va venir impacter la qualité de l'eau que l'on a. Quand on mange une alimentation industrialisée, on est sur un aliment qui est mort, qui ne rayonne plus, qui n'a plus aucune énergie vibratoire et qui n'impacte plus rien. Donc, privilégier, préférencier, même si on ne peut pas être dans le bio pour X raisons, et je le comprends, et il n'y a aucun jugement. Il y a plein de gens qui me disent en séminaire, mais moi le bio, non, je ne peux pas, nanani, nanana. On n'est pas obligé de manger bio pour manger équilibré, pour manger sainement. On peut faire tremper déjà dans de l'eau ces aliments pour les dégorger de tous les pesticides et autres produits phytosanitaires. Mais surtout et plus que tout, c'est pas ça qui est important, c'est de manger de saison. Et ça, c'est pour moi beaucoup plus important et c'est une des bases fondamentales, notamment en MTC, en médecine traditionnelle chinoise, pour respecter ce fameux qi, ces flux liquidiens. Les Chinois, non, on va dire, on n'a rien inventé. Les Chinois ont parlé bien avant nous. Pour respecter le qi, pour respecter ces flux vibratoires, l'alimentation de saison en respectant yin-yang est fondamentale. Et donc, on n'a rien inventé du tout, hein, c'est ça qui est fou. Donc, l'alimentation et l'exposition au soleil. Et puis, il y a dans ces photons-là, il y a ce qu'on appelle aussi les biophotons. Ça, c'est tous les travaux du professeur Pollack sur l'impact biophotonique. L'impact biophotonique, c'est quoi? Eh bien, c'est nous. Nous sommes quoi? Au travers de nos flux liquidiens, nous sommes une batterie. Une batterie qui passe son temps à se charger au travers des rayonnements photoniques et biophotoniques des autres, et une batterie qui passe son temps à émettre. On reçoit et on émet. Et on passe notre temps à émettre, à émettre, à émettre, à émettre. Et cette émission biophotonique, vibratoire, va venir impacter, bien sûr, les flux liquidiens et l'eau qu'il y a autour de nous, donc les autres, au travers de ces flux liquidiens, mais vont venir aussi impacter nos propres flux liquidiens. Et donc, on tourne en boucle, comme ça. C'est la raison pour laquelle Marc-Henri dit, et pareil pour... comment il s'appelle, Stéphane Drouet, disent que si nous devenons l'eau que nous consommons devient l'eau que l'on est. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une boucle virtueuse comme ça qui va entretenir des schémas émotionnels. Donc, on peut, au travers de l'alimentation, on peut, au travers d'exposition aux biophotons, aux photons. C'est la raison pour laquelle on le dit, entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut, de gens positifs, de gens qui, je veux dire, mettez un peu de distance avec les gens qui vous aspirent vers le bas, etc. Quand il n'y a pas possibilité de pouvoir les remonter eux-mêmes, lâchez prise et laissez faire après. Pour toi, les interactions, quand on dit qu'on est tous un, alors là je vais aller loin, hein, tu vois ce que je vais dire, quand on dit qu'on est tous un, est-ce que les interactions entre nous, enfin pourquoi pas je sais pas moi, les sentiments amoureux, les sentiments d'amitié, tout ce qui nous relie par une émotion, est-ce que cette eau, ce quatrième état de l'eau, est-ce qu'il vibre au-delà de nous? Est-ce que Bien sûr. Est-ce qu'il se rencontre entre deux états différents? Est-ce que c'est ça, en fait, qui fait la relation, qui fait cette émotion qui va lier deux personnes? Bien sûr, le fameux effet, je veux dire, l'effet papillon, par exemple. Même nos pensées à un vont impacter des choses à l'autre bout du monde. Quand on est un. C'est ce qui explique très très bien, notamment Deepak Chopra, dans ce qu'il appelle, comment on appelle ça? Comment il appelle ça? C'est pas grave, ça va me revenir. Ça va me revenir. J'en ai parlé récemment, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Je lâche prise, ça reviendra. Dans ce grand tout qui est, c'est-à-dire qu'en fait, tout est interrelié. Quand on parle de tout est unité, Deepak Chopra reprend exactement ce que dit Nassim Haramein, ou Nassim Haramein reprend exactement ce que dit Deepak Chopra, peu importe, mais on parle tous de la même chose. Ça veut dire que tout est interrelié dans l'univers au travers de ces fameux champs, ce que Nassim Haramein appelle les champs unifiés, ce que Wayne Dyer appelle la source, et qui relie, qui est à l'origine de tout ce qui est dans l'univers, et qui relie tout au tout. Et notamment dans une conférence à Boston, Deepak Chopra l'explique très 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 bien quand il a une conférence sur la médecine quantique et sur l'épigénétique. Il explique très très bien ce mécanisme, sans parler d'eau. Par contre, quand on comprend les mécanismes et qu'on comprend ces flux
liquidien dans ces champs quantiques et qu'on croise les informations avec les travaux notamment de Marc-Henry, tu comprends le pourquoi des dires de Deepak Chopra et de Deepak Chopra. Je prends l'exemple de Deepak Chopra parce que tu parlais de médecine Ouais. ayurvédique. C'est quand même Deepak est le fer de lance, on va dire, mondial de la médecine ayurvédique. C'est une des références mondiales en matière de médecine ayurvédique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Deepak Chopra, c'est juste un médecin endocrinologue, une des personnalités médicales les plus influentes au monde, on va dire, hein, qui a écrit des livres vus par, je crois, c'est 40 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Donc, c'est Je le vraiment... reçois demain, justement. ah ben, toi, Non, tu c'est donnes pas vrai. toutes les amitiés à Deepak. Toutes les amitiés demain, tu feras la bise demain. Ça vient expliquer, on va dire, bien sûr, ce côté, cette unité qu'il y a entre tout et entre tous. Et bien sûr que nos émotions, nos propres champs vibratoires, nos flux vibratoires qui sont transmis au travers, bien sûr, de ces champs quantiques qui nous relient tous à toutes, vont impacter, mais pas que autour de moi, vont impacter même à de très très longues distances. Regarde tout simplement l'impact notamment de cette étude qui a été faite avec la chaîne, le brin d'ADN Ouais, transporté à des milliers de ouais, kilomètres et c'est qui fou. pourtant s'est vu transformé. Pourquoi? Parce que c'est les schémas émotionnels de la personne à l'origine qui ont impacté et qui ont impacté ces flux d'ADN à distance. Si c'était valable sur cet ADN-là, c'est tout à fait possible et valable, bien sûr, sur mes pensées, sur toi à distance. Si je commence ce soir, si je me couche et que je suis en pleine conscience, dans une présence totale, avec une intention très particulière te concernant, tu vas le ressentir et du moins ça va venir t'impacter obligatoirement. Hmm. D'accord? Donc l'impact des pensées est absolument fondamental, l'impact des émotions fondamentales je ne vais pas parler des pensées, des émotions, plus que ça, je vais parler de l'impact de l'intention, Eh ouais. du pouvoir de cette intention qu'on met derrière ses pensées, derrière ses émotions. Et c'est ça qui va venir impacter ces flux liquides. D'un point de vue réellement biophotonique, hein, j'entends, parce qu'après, il y a plein d'autres choses qui vont venir impacter. On n'est pas sorti, hein. Et il y Non, a quand non, t'es même pas sorti. énormément de choses comme qui influent quand même sur Mais sur sur notre nos vie, émotions, sur sur nous, sur notre notre vie, état de sur qui on santé. est, bien sûr. C'est vraiment, enfin, quand même, tu apportes des belles pistes quand même, des belles pistes. Bah, c'est surtout des choses qui sont très pratico-pratiques parce que c'est des choses qu'on peut changer. Hmm. Je prends un exemple. Je prends un exemple. On le sait au travers des travaux du CNRS. Ce qui va venir impacter de façon positive ou négative ces vortex intermoléculaires qui vont être à l'origine de ces flux, de ces états, on a compris, neuroélectriques qui vont venir impacter et résonner avec nos mémoires, c'est notre pH. L'équilibre, le fameux équilibre acido-basique. Nous sommes des êtres alcalins, nous naissons alcalins. Et plus nous vieillissons, plus nous nous acidifions. C'est la raison pour laquelle moi, tout mon travail est basé sur cette recherche d'équilibre acido-basique et de respect d'alcalinisation. Or, on passe son temps à s'acidifier au travers de l'alimentation, au travers des boissons, des sodas, de toutes les boissons gazeuses, etc., qu'on prend, au travers des sucreries, au travers de tout ça. Je vous invite à aller voir. Enfin, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Moi, j'en parle beaucoup hein, sur tout le contenu gratuit que j'ai sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, etc., etc. J'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Et j'en parle dans mon livre. J'ai tout un chapitre, tu sais, sur le livre, sur les fameux équilibres acido-basiques. C'est absolument fondamental d'en prendre conscience. Et bien cet équilibre, du moins ce déséquilibre en état d'acidose, va venir impacter. Donc on a un pouvoir extraordinaire. Quand je dis que nous sommes des êtres, les êtres humains sont des super-héros en puissance, on est tous des super-héros en puissance qui s'ignorent, et qu'on a un pouvoir extraordinaire, c'est le pouvoir de tout changer, d'où le titre de mon livre, le pouvoir de tout changer, c'est qu'on a réellement ce pouvoir-là. Et ça passe entre autres par cet équilibre acido-basique, parce que cet équilibre acido-basique, qui ne va pas venir impacter que les process inflammatoires dans notre corps, ce déséquilibre acido-basique, il va venir impacter les flux liquidiens derrière de façon délétère. Et il va venir rétrécir et densifier ces vortex intermoléculaires. Ensuite, il y a quoi qui amène? Il y a le mouvement. Le mouvement va venir impacter ça. C'est la raison pour laquelle je vous conseille, par exemple, d'être dans des exercices et dans des gymnastiques et dans des sports qui sont des sports, on va dire, de flux et de mouvement. Alors bien sûr, il y a le yoga, bien sûr, il y a le pilate,
il y a le stretching postural. Mais dans le yoga, le pilate et le stretching postural, il y a toujours des phases de mise en tension, d'arrêt, de tenue, de ce qu'on appelle de tenue statique. Par contre, il y a des sports et des activités de mouvement comme le Qigong, le Tai Chi, Ouais. qui, elles, sont basées justement sur ce précepte de ne jamais être dans l'immobilisme. C'est le mouvement perpétuel. Donc tous ces sports de mouvement sont des sports qui sont absolument très très bénéfiques pour ces flux liquidiens. C'est la raison pour laquelle les fameuses postures, c'est ouvertes, fermées, d'Amy Cuddy, voient donc la sérotonine, parce que la sérotonine c'est la neurohormone de l'estime de soi, de la fierté, de la reconnaissance, qui remonte de 26%. On va avoir une baisse de cortisol notamment de 15%, de 25%, pardon, 25% de baisse de cortisol, cette fameuse hormone du stress cellulaire, stress émotionnel. Alors que dès qu'on est sur une posture ouverte, remontée sérotonine, 26%, baisse de cortisol, 25%. Par contre, posture fermée, comme ça, baisse d'estime de soi de 26%, et surtout montée de cortisol de 15%. Ça veut dire un différentiel de 40. Quand on sait que l'hypercortisolémie et que le cortisol est responsable, au travers des travaux d'Émile Beaulieu, Pierre-Émile Beaulieu, qui est un célèbre endocrine. Tu ne connais pas? Non. Émile Beaulieu, c'est celui qui a découvert la DHEA il y a 25 ans en arrière. La fameuse hormone antagoniste il était sur Paris, antagoniste du cortisol. On est avec beaucoup de DHEA et très peu de cortisol, et plus on vieillit, plus la DHEA descend, plus le cortisol monte. Donc tout comme on est hydrique et alcalin, et qu'on meurt déshydraté et acide, on est avec beaucoup de DHEA et peu de cortisol, et on meurt avec beaucoup de cortisol et très peu de DHEA. Et Émile Beaulieu, c'est lui qui a mis en évidence ça, et qui a mis en évidence avec tous les chercheurs et tous les endocrinologues de la planète. Ça fait d'ailleurs l'objet d'un congrès en 1996 à Las Vegas sur le bien vieillir, et ils ont mis en évidence, en exergue, que 95% des cancers et des infarctus actuellement diagnostiqués à travers la planète étaient en lien avec une hypercortisolémie. Forcément, je prends juste un exemple, je suis salarié, je travaille toute la journée à mon poste en banque, et je suis assis toute la journée avec les jambes croisées, les épaules, les bras fermés face à un ordinateur, donc en posture fermée. Quand on comprend les flux liquidiens et qu'on comprend les conséquences derrière, on comprend mieux l'impact derrière sur notre santé, sur nos émotions, etc., sur l'estime de soi, sur plein de choses. Il suffirait tout simplement, quand je travaille comme ça en posture fermée, pour pouvoir booster ces flux liquidiens et modifier les flux électriques qui vont donc modifier la sérotonine, j'ai dit tout à l'heure dans l'intestin, donc l'estime de soi, 26% en plus, qui vont venir modifier derrière le taux de cortisol, etc., etc. Il suffirait tout simplement, quand on travaille assis, de temps en temps, toutes les 2 heures par exemple, de tenir une posture ouverte comme ça pendant 2 minutes, avec un grand sourire sur le visage. Ou faire travailler les gens debout, tout simplement. Alors oui et non. Et non. Et c'est là où je suis un peu compliqué et je ne me fais pas des amis. C'est qu'on n'est pas tous sur les mêmes mécanismes neurohormonaux. Il y a des gens qui sont sous prédominance acétylcholine, d'autres qui sont sur prédominance dopamine, d'autres qui sont sur prédominance ocytocine, etc., etc. Quelqu'un qui est sous, je prends un exemple, quelqu'un qui est sous prédominance dopamine, tu vas le faire travailler debout, c'est parfait pour lui. Il va y prendre beaucoup de plaisir parce qu'il est dans le mouvement. C'est l'objectif à atteindre, c'est allez, bam, j'y vais, puis je travaille debout, etc. Et puis quand je suis bon, à un moment donné, je m'arrête. Je fais même un walking desk, tu vois, tac, et je marche. Et là, ça va très bien aux dopamines. Par contre, quelqu'un qui est sous prédominance acétylcholine, l'acétylcholine, c'est le créatif. C'est celui qui a besoin d'être dans sa bulle, qui a besoin d'être. Il faut qu'il soit allongé. Non, il faut qu'il soit assis. Ouais. Et il ne faut surtout pas, par exemple, qu'il soit assis sur un poste, notamment, il y a des choses qui ne conviennent pas du tout à l'acétylcholine, c'est les bureaux debout, les bureaux les walking desks, et c'est surtout les postes ouverts, c'est-à-dire les open space. Ah, oui. Tu mets un acétylcholine dans un open space, tu perds, et sur un bureau, on va dire debout, tu perds 40% de sa potentialité. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas s'exprimer au travers de ces mécanismes. Il a besoin d'être dans sa bulle, d'être fermé, etc. Donc ces gens-là, il faut qu'ils soient dans leur bureau, qu'ils soient dans leur bulle. Et si tu les mets dans un open space, par exemple, c'est très vite vu.
tu vas les retrouver dans un coin de l'open space, assis à un bureau, un autre bureau que celui debout où tu les as mis, avec un casque sur la tête pour se mettre dans leur bulle. Et ils vont se mettre dans un coin tout seuls pour se remettre dans leur bulle. Ça, c'est l'acétylcholine. Et donc, il y a une adaptation à chaque personnalité. Oui, c'est la raison pour laquelle, individu. bien sûr, c'est la raison pour laquelle j'avais créé, notamment avec plein de partenaires sur Genève, en Suisse, sous l'effigie de l'IFMA, l'International Facility Management Association, on avait créé un hub suisse qui s'appelle, il y en a plein à travers le monde, les Workplace Evolutionaries, pour travailler sur justement les stratégies d'environnement de travail, parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Mais en tout cas, ces postures ouvertes, postures fermées, très importantes. Donc quand vous travaillez à un bureau, ouvrez 2 minutes, tout simplement pour pouvoir faire remonter la sérotonine et faire baisser le cortisol. Voilà. Parce que la posture est très importante. Oui. Et encore autre chose, je peux continuer ? Vas-y, de toute façon, j'ai tout mon temps. Les pressions. Le travail sur les pressions, d'où l'impact de la pressothérapie, de tout ce qui est acupressure, de l'ostéopathie somato-émotionnelle. Pourquoi ? Parce que dès qu'on travaille en pression, on va venir rentrer dans la densité des tissus et modifier ces flux liquidiens. Qu'est-ce qui va venir aussi impacter ? Les champs électriques, les champs magnétiques. Ah oui. Alors là, on pourrait en parler avec la montée en puissance de la 3G, 4G, 5G. 5G maintenant. Et un de ces quatre, il commence à en parler, la 6G. Enfin bref, les impacts, on va dire, liquidiens, sont énormes, sont colossaux. Donc sans être, je ne suis pas un anti, on va dire, 5G, puisque je suis bien content quand je fais mes webinaires, que je suis notamment dans certaines régions de France à l'hôtel où le réseau passe pas très très bien avec Internet, de pouvoir me connecter en partage de connexion avec mon téléphone. Pourquoi ? Parce qu'il y a un réseau 5G. Et à partir de là, j'ai une très bonne connexion. Donc je suis ravi quand ça m'arrive. Par contre, je fais quelque chose, moi. C'est que régulièrement, quand je suis par exemple chez moi notamment, c'est-à-dire assez souvent quand même, je coupe ma connexion Internet le soir. Je coupe tout ce qui est Wi-Fi, notamment 4G, 5G, etc. Tout est coupé le soir. Je n'ai plus de rayonnement. Pourquoi ? Parce que ça me permet, quand je dors, au moins pendant cette période-là, quand je dors, de ne pas avoir ces interférences avec mes propres flux liquidiens. Je ne parle pas de maladie, de choses comme ça, hein, pas du tout. Je parle juste de flux liquidiens, de ces vortex entre les molécules d'eau. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ok, bah écoute, il est temps de passer aux questions des internautes. Oui, parce que je parle, je suis passionné, j'ai pas vu le temps passer. Mais je vois ça, mais c'est génial. Moi, j'adore. On passe aux questions d'internautes. Je lance le générique. Allez. Et puis, je dis un grand merci à mon fils qui m'a transmis toutes ces questions. Et on va commencer par Lunja. Comment canaliser notre élément eau pendant l'activation de l'ADN ? Alors là, j'ai du mal à comprendre la question. Est-ce que tu peux la comprendre, toi ? Comment canaliser notre élément eau pendant l'activation de l'ADN ? Alors, les activations et désactivations, ce n'est pas l'ADN qui vont s'activer et se désactiver. Ce sont les gènes, les dizaines de milliers de gènes qui ne sont pas tous actifs. On a 85% en moyenne de gènes inactifs. Et ce qui va déterminer notre génotype et notre phénotype, surtout, ce qui va déterminer notre phénotype, c'est-à-dire qui on est, comment on est, la couleur de nos yeux, les maladies qu'on a, etc., c'est notre phénotype. Ce sont ces gènes, ces 15% de gènes actifs. Les 85%, c'est ce qu'on appelle l'ADN poubelle, le junk DNA. Et ce qui va modifier et ce qui va permettre à ces gènes de pouvoir s'activer, se désactiver, ce sont notamment deux choses. Un, les flux liquidiens qui vont venir impacter au niveau de la chromatine, de l'ADN, de la structure cellulaire, qui vont venir impacter l'activation et la désactivation. Et de deux, derrière, outre les flux liquidiens, ces flux liquidiens vont venir, on va dire, impacter nos émotions et donc nos pensées. Et ce sont nos pensées qui vont venir en effet rétroactif derrière, activer et désactiver. Ça c'est vraiment un travail qui a été fait et qui a mis en exergue que c'était vraiment plus que tout les pensées qui viennent modifier l'activation. Comment ça a été mis en exergue, notamment dans un hôpital psychiatrique à Boston, je crois que c'était, où des psychiatres, des neuropsychiatres, avaient un patient schizophrène avec double personnalité et se sont rendus compte que quand il était personnalité A, il était en parfaite santé, quand il était personnalité B, il était malade. Je crois que c'était diabétique ou un truc comme ça.
Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un prélèvement. Et dès qu'il revenait patient A, il était plus malade. Tout allait bien. Ils ont dit, c'est quoi ça? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un prélèvement ADN de la même personne avant, quand il était en personnalité A et quand il était en personnalité B. C'est fou, Et là, ça. ils se sont rendus compte que c'était le même ADN, puisque c'est la même personne, Ouais. sauf que c'était plus du tout les mêmes gènes actifs ou désactifs, ou désactivés. C'est-à-dire qu'il activait, désactivait. Par contre, il revenait systématiquement C'est à énorme. l'un ou il repartait systématiquement à l'autre. Et ces chercheurs se sont dit, la seule chose qui différencie les deux patients, ce sont ces schémas de pensée. Donc, du coup, ils ont commencé à travailler sur les schémas de pensée, sur l'impact de ces schémas de pensée, et c'est venu rentrer en corrélation et en vibration avec tous les travaux, notamment sur l'eau, qui ont été Ah, c'est faits fou. par Ouais. l'INRAS. On continue avec Christine. Bonsoir à tous les deux. Eh bien, d'ailleurs, tu as déjà répondu à cette question, mais bon, peut-être que tu pourras apporter un complément. Bonsoir à tous les deux et merci pour cette émission. L'acidose et la déshydratation peuvent-elles être la conséquence de la manière dont on se nourrit? Ah ben surtout, il n'y a pas que la manière dont on se nourrit, c'est la manière dont on vit, parce qu'il n'y a pas que la déshydratation, il y a principalement, pour moi, c'est en grande partie lié à l'alimentation, certes, et il y a tellement à dire là-dessus que je pourrais passer 3 heures, on va éviter de rentrer dans le truc, parce qu'en plus, tu le sais, je suis passionné, Je sais. donc il faut que je m'arrête. Par contre, bien sûr, la manière dont on vit va impacter l'état d'acidose et va impacter l'hydratation, et notamment notre alimentation. Mais il n'y a pas que l'alimentation qui impacte l'acidose, hein. Quand on fait beaucoup de sport, je suis kiné ostéopathe du sport, les gens qui sont dans le sport intense, je ne parle pas sport bien-être, détente, hein, je parle sport performance, dépassement de soi, etc. On crée des états d'acidose plus. Quand on est surmédicamenté, on crée des états d'acidose. La médication, les médicaments sont un des premiers vecteurs qui va venir créer des acidoses cellulaires. Le stress va venir créer l'acidose cellulaire. L'environnement, la pollution dans laquelle vous vivez, les produits, quand vous achetez des vêtements ou vous mettez des déodorants, donc des vêtements qui viennent du Bangladesh, de Thaïlande, et que vous les achetez, que vous les mettez sans même les faire tremper, sans même les laver, c'est-à-dire que vous achetez un t-shirt ou un jean et vous le mettez directement à même la peau, ou bien des collants, vous savez, des pantyhose, des collants ou des bas que vous achetez neufs et que vous mettez directement sans les faire tremper, vous veniez créer des états d'acidose au niveau cellulaire et au niveau liquidien de la même façon. Donc vous venez impacter vos émotions derrière. Et puis, quand vous mettez des déodorants qui contiennent des sels d'aluminium ou des crèmes qui contiennent des parabènes, ces antibactériens à spectre large, vous créez aussi des états d'acidose parce que tout ça, ça amène de l'acidose. Donc il n'y a pas que l'alimentation, l'alimentation elle a bon dos, hein. Il y a plein d'autres choses qui amènent des états d'acidose. On continue avec Brigitte. Que vaut l'eau solarisée? Hein? L'eau Bien. solarisée. Bien, moi je suis pour. Après, tu sais, le problème avec l'eau, c'est que beaucoup d'approches au niveau hydratation hydrique vont soit travailler sur la structuration de l'eau, soit travailler sur... je dis ça, je bois. Ah bah, je fais pareil. Et puis, moi, j'ai de l'eau à l'état solide aussi, j'ai des glaçons. Vont soit travailler sur la structuration de l'eau, en créant vont soit travailler sur la purification au travers de systèmes de filtration pour nettoyer l'eau, ou soit travailler sur l'alcalinisation de l'eau. L'idéal pour moi, et il n'y en a pas beaucoup qui le font, et je ne citerai pas de nom parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, c'est de travailler sur les trois en même temps. Okay. D'avoir une eau qui est structurée, une eau qui est détoxinique, on va dire détoxifiée de tous ces résidus avec des systèmes de filtration, et je ne suis pas du tout pour les systèmes d'osmose inversée et autres qui rendent l'eau morte, pour moi, enfin, pas pour tous les chercheurs. Justement, il y a Nicole qui demande, bonsoir tout le monde, comment peut-on magnétiser l'eau du robinet? Est-ce que c'est ce que tu dis qui rend l'eau morte Alors, non, magnétiser, alors je ne vais pas utiliser le terme magnétiser l'eau du robinet, je vais dire l'eau du robinet, on peut faire deux choses, on peut faire trois choses, enfin on peut faire deux choses, pardon. La première chose qu'on peut faire, c'est la filtrer, c'est la nettoyer de ses impuretés. Et il y a plein de systèmes de filtration, et je ne vais citer aucune marque, mais il y en a plein qui font des systèmes et qui sont plus ou moins, on va dire, efficaces, plus ou moins bons, sachant que d'autres n'ont pas la capacité, notamment de filtrer certains résidus, comme les résidus pharmaceutiques, chimiques, qui sont liés notamment, tous les résidus,
on va dire, oestrogéniques et autres, qui sont hormonaux, on va dire, notamment féminins, notamment au travers des prises de pilules, etc., qui se retrouvent ensuite dans les urines et qui ne sont pas conçus, on va dire, les systèmes de filtration de robinet, de l'eau qu'on consomme, n'est pas conçu pour pouvoir filtrer ça. Donc, le système de filtration, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la structuration de l'eau. La structuration de l'eau, il y a plein de systèmes aussi qui le font et qui jouent très bien dessus. Et puis il y a des eaux qui arrivent à être structurées et filtrées. Parfait, c'est génial. Très peu de machines vont venir alcaliniser. Pour moi, l'important, le plus important, Ouais. bien sûr, c'est la structuration, mais la structuration, vous pouvez la structurer comme vous voulez. Moi, j'ai mon eau, elle est dans des bouteilles en verre, soumise à la lumière, c'est la structure. Sur ma bouteille en verre, j'ai une étiquette dessus, c'est le pouvoir de la pensée, c'est la structuration de l'eau au travers de l'intention, des intentions d'amour, des intentions de gratitude. Mon eau, il y a écrit merci, je t'aime. Et chaque fois que je vois ma bouteille d'eau en verre et que je la prends, j'y mets l'intention et je la Ouais. remercie. Parce que c'est grâce à cette eau que je suis en bonne santé, malgré mon âge avancé. Donc, donc, du coup, je prends cette eau et c'est tous les travaux, notamment de Jacqueline Bousquet, hein, là-dessus, donc du CNRS. Euh, Par contre, pour alcaliniser une eau, c'est très compliqué. Quand je dis alcaliniser, c'est pas remettre un pH neutre à 7, hein, c'est vraiment l'alcaliniser hein, sur des pH. Et, 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 et là, pour moi, c'est très important. Il y a encore des gens qui me sortent des théories sur l'intérêt et l'impact de boire des eaux acides notamment, ouais, la biométrie de Vincent, etc. C'est la ouais, biométrie, biorésonance ou biométrie, je ne me rappelle plus, qui est un concept en fait où on nous explique qu'il faut boire de l'eau acide pour pouvoir être en bonne santé. Je suis absolument contre et totalement contre ça, par preuve et par expérience professionnelle. Les sportifs de haut niveau, pour éviter les blessures, ne consomment pas une eau acide, hein. Les sportifs de haut niveau, pour éviter les process inflammatoires, ne consomment que des eaux alcalines, très alcalinisantes, hein. Tout à l'heure, tu parlais d'une fontaine, que tu prennes un Benzema, que tu prennes un Ronaldo, que tu prennes une Sir William, tu prennes un Djokovic, tu prends n'importe quel sportif de haut niveau, consomment tous cette eau-là. Et ce n'est pas un hasard. Donc, vraiment, pour moi, ce qui prime, c'est le côté alcalinisant, parce que c'est ça qui va venir impacter à la fois les process inflammatoires et impacter la qualité des flux liquides. Il y a marqué quoi quand c'est une eau est bien Alcalinisé. alcalinisée? Il y a Ouais. marqué quoi sur la bouteille? Sur Est-ce la qu'il... bouteille, alors, tu vas trouver des eaux avec des pH. Alors, très souvent, les eaux très alcalines en bouteille. Il faut savoir que les eaux en bouteille sont très déstructurées. C'est-à-dire qu'elles sont absolument pas du tout hydratantes. Mais par contre, tu vas avoir des eaux qui vont avoir des pH acides et des pH avec Ouais. des pH alcalins. Les eaux au pH alcalin, tu vas avoir, sans citer de marque, tu vas avoir des pH, c'est écrit maintenant, sur beaucoup de bouteilles, notamment parce qu'elles sont vendues à l'international, donc ils ont obligation de marquer le pH. Tant que c'était vendu en France, c'était pas obligatoire. Il y a écrit le pH et tu vas avoir des pH 7,2, 7,7, il y en a même une qui arrive à 8,1 en eau alcalinisante. Et d'autres qui sont des eaux très fréquemment consommées, qui sont même reconnues d'utilité publique, Ouais. qui ont des pH très acides, des eaux A6 par exemple, Ah ouais. pH 6 ou 5, Moins de 7, c'est acide, et plus c'est de ça. 7, c'est C'est oui, je vais jamais y arriver. Bon. alcalinisant. C'est pas acide, c'est acidifiant, alcalinisant ou Ok. acide et alcalin. Et donc, le problème de ces eaux, c'est que très souvent, les eaux qui sont en bouteille, hein, j'entends, Mhm. les eaux qui sont alcalinisantes sont des eaux qui ont des trop forts taux de résidus à sec, c'est-à-dire qui sont pas saines, on va dire d'un point de vue résidus intrinsèques, qui vont venir encrasser notre corps. Alors que les eaux qui sont vraiment très pauvres en résidus à sec, donc qui sont plutôt bénéfiques de ce côté-là, par contre ont un pH acide. Mhm. Donc du coup, le problème, c'est de choisir entre la peste et le choléra. Ouais. Est-ce que je prends une eau acidifiante, mais avec très peu de résidus, ou je prends une eau qui a alcalinisante avec des résidus trop importants. Et c'est là tout le dilemme. Donc Mhm. ça, c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que je ne suis pas pour les eaux en bouteille. Je D'accord. préfère une bonne eau du robinet avec un bon filtre, un bon système de filtration, que je vais ensuite dynamiser derrière. Ok. On continue avec Chris. Après une séance d'ostéo, alors on pourrait devenir moins négatif car vous allez travailler sur notre eau? Alors, ça dépend de l'approche de l'ostéopathe. Hmm. Si vous travaillez Alors parle pour avec un, toi, hein. bah, avec un ostéopathe, moi j'ai une approche qui est très globale, hein. J'ai eu la chance d'être formé dans mon école Suppostéo, qui regroupe plein d'écoles sur Marseille, Paris, Aix, Nice, etc.
j'ai eu la chance d'être formé. À l'époque, en plus, c'était 6 ans. Et j'ai eu une grande chance, c'est que j'ai été formé par un grand monsieur qui s'appelle Pierre Tricot, qui est le père fondateur de l'ostéopathie somato-émotionnelle. Et donc, j'ai une approche, c'est vrai, qui est à la fois structurelle ou tissulaire. Je m'adapte en fonction des gens. Mais il y a beaucoup d'ostéopathes qui sont que structurels, ou beaucoup d'ostéopathes qui sont que fonctionnels. Très rares sont les ostéopathes qui sont des ostéopathes tissulaires, c'est-à-dire qui travaillent sur les fascias, en déroulement de fascia, ce qu'on appelle en densité, sur la densité tissulaire. Et ce sont les gens qui ont été en général formés par Pierre ou par des élèves de Pierre. Et donc, quand vous travaillez sur du structurel, non, vous n'allez pas avoir un impact, c'est pas un impact majeur. Par contre, dès qu'on travaille sur une ostéopathie somato-émotionnelle, qu'on appelle somato-émotionnelle, c'est-à-dire sur la densité tissulaire, inéluctablement, vous avez un impact sur les émotions, sur la libération émotionnelle. Pourquoi? Parce que si l'eau garde en mémoire les traumatismes, et tous les traumatismes de la personne, plus sa vie intra-utérine, plus les mémoires, les mémoires familiales, il faut savoir que nos fascias, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nos fascias, c'est un véritable disque dur qui garde ancré en densité faciale, en mémoire tissulaire, ancré les traumatismes à la fois émotionnels ou physiques. C'est pas parce que j'ai eu un traumatisme avec un accident, avec un coup du lapin à l'âge de 12 ans, et j'en ai 50, que mon corps a assimilé et machin. Mon corps garde en mémoire au niveau de ses membranes durmériennes et faciales le traumatisme que j'ai eu à l'âge de 12 ans. Et ça, il le garde. Et comme mon corps va garder et va intégrer en lui des mémoires transgénérationnelles, ce qui fait que dès que je revis quelque chose ou ressollicite une région de mon corps, soit par une mauvaise hydratation, soit par une mauvaise alimentation, soit par un mauvais mouvement, soit par n'importe quoi, soit par une émotion qui va venir rentrer en résonance, ou un flux liquidien qui va venir entrer en résonance avec tout ça, la douleur ou la pathologie va revenir tout simplement parce que le corps fait une relecture, un petit peu comme un disque rayé, tu vois, ça avance. Puis quand ça arrive sur la rayure, zip, zip, ça revient au début et ça refait une lecture. C'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, quand on travaille sur les systèmes fluidiques, oui, on va libérer, on va travailler sur les libérations émotionnelles. Ok, on continue avec Nicole. Alors, plus on remplit une bouteille d'eau très fort, donc on crée un vortex, plus l'eau va se restructurer. Ouais. Alors, pas besoin de le faire pendant des heures. Moi, j'ai ma bouteille en verre avec ma étiquette « Je t'aime, merci ». Une gratitude. Et puis j'ai un gros cœur dessus, comme ça. Et par contre, chaque fois que je la remplis, que je le fasse avec une eau filtrée au robinet ou que je le fasse au travers de ma fontaine, même si c'est ma fontaine et censé le faire, je remets mon eau dans la bouteille. Et j'ai une grande tige, tu sais, des baguettes asiatiques pour les wok. J'ai des grandes baguettes comme ça de wok. Donc j'ai une grande baguette en bois que je mets dans la bouteille comme ça et je crée mon vortex inversé. Comme ça. Et je le fais pendant 10-15 secondes jusqu'à ce que ça crée le vortex. Puis quand le vortex est créé, tac, c'est bon, je bouche. Et l'eau s'est restructurée. Après, je la bois. Ma bouteille d'1,5 litre, je la bois dans les heures qui suivent, quoi. Mais l'eau s'est restructurée. Il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures. Et après, je sais qu'il y a d'autres appareils. Ça, après, on peut investir aussi là-dedans. Comme des bouchons, on va dire, on retourne la bouteille. Puis quand on la retourne, ça crée un vortex. Ça existe aussi. Donc, il y a plein de façons de pouvoir recréer ces vortex. Mais c'est toujours au travers du vortex et de la lumière et de la pensée, des émotions, donc de l'intention, que votre eau va se restructurer. Ok, Danzin qui demande « Que pense Silver de l'eau osmosée et réénergisée que l'on trouve dans certains magasins ?» Je suis pas pour. Le principe de l'osmose, c'est un principe de filtration. Le problème, c'est que les eaux osmosées, notamment les osmoses inversées, entre autres, vont être trop drastiques dans leur système de filtration et vont venir supprimer quasiment tout. Tout ce qui est négatif, mais tout ce qui est positif aussi, c'est-à-dire les minéraux, etc., etc. Et donc, c'est une eau qui est quasi morte, qui n'a plus d'impact. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas un fan de l'eau osmosée. Après, qu'elle soit redynamisée, etc., ça, c'est super bien, mais c'est pas ça qui va ramener des apports en nutriments, en minéraux, etc., qui sont censés être dans l'eau qu'on boit. Donc, je suis pas un fan. Mais c'est mieux que de boire de l'eau en bouteille de certaines grandes marques françaises ou que de boire l'eau du robinet à Marseille ou à Paris, même si Paris est censé avoir une bonne eau. Ça dépend où, en fait. Ça dépend. Je sais qu'il y a certains endroits, comme à Montmartre, je crois qu'il y a de l'eau de source. D'ailleurs, j'arrive très bien à la boire, celle-là, parce qu'elle ressemble un petit peu à l'eau de source qu'on a chez nous.
Elle te fait des beaux cheveux. Elle fait des beaux cheveux. Oui. Et par contre, il y a certains endroits à Paris, je suis incapable de la boire. Euh, bon, moi j'aime pas tout ce qui est Vitel, tout ça. J'arrive pas à la boire. Je trouve qu'elle a un goût très bizarre. J'aime l'eau de source, moi. Enfin voilà, mais c'était mon cas personnel. Voilà, c'est Mais tout. c'est vrai que si on a la possibilité, la capacité de pouvoir boire une eau de source, moi quand je sais que je monte au village, quand je vais y aller, là on a l'eau de source au village, on a même une source ferrugineuse, c'est bien, c'est Ouais. génial. Ouais. Petite pensée pour Bourville. Euh, mais c'est vraiment là on est sur des eaux qui sont des eaux vivantes. L'important pour moi dans l'eau, c'est plus que tout qu'elle soit vivante, cette eau. Euh, il y a des moyens de pouvoir rendre cette eau vivante assez facilement quand même. Donc, autant le faire. Et on n'a pas besoin d'avoir des super machines pour ça. Ouais. On continue avec Kat. Bonsoir. En Inde, on dit qu'il faut attendre au moins 24 heures pour consommer l'eau du robinet, la mettre à reposer dans un récipient en terre, en grès. Pendant ce temps, qu'en pensez-vous? Merci. Merci pour la question, Kat. Mhm. Euh, oui, plus vous la laissez reposer, plus. Alors moi, ce qui me gêne, c'est le grès, Ouais. l'obscurité. Parce que l'obscurité va pas permettre à l'eau de se restructurer. Par contre, j'imagine que leurs pots en grès sont chargés en minéraux, sont chargés en plein de choses. Donc ça permet peut-être de réapporter des choses. Euh, mais le fait de la laisser reposer va permettre une certaine, on va dire, stabilité de l'eau. Euh, je ne vais pas aller jusqu'à restructuration, mais stabilité de l'eau. Et je pense que c'est cette stabilité de l'eau qui est recherchée en ayurvédique et qui va permettre, et en plus avec le temps, qui va permettre de pouvoir recharger en minéraux derrière cette eau. Hmm. Ok. On continue avec Marie C. Bonsoir. Que pensez-vous des filtres à eau Bakerfeld et Berkey? Merci. Ah, Ah, très bien, ouais. très bien, ce sont des très bons filtres. Alors, je ne les connais pas, je ne les utilise pas, hein, mais par contre, c'est vrai que moi, j'utilise un autre filtre. Donc, du coup, je me suis renseigné et j'ai comparé. Euh, Ce sont des bons filtres. Encore une fois, ce ne sont que des filtres. Mhm. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas ni restructurer, ni alcaliniser l'eau. Ok. Et quand on est sur une eau du robinet qui est à 7, eh ben, on se tanque et on se garde une eau à 7. Le problème, c'est que quasiment tout dans notre vie, notre alimentation, notre hygiène de vie, notre rythme de vie, même nos pensées, etc., nous mettent en acidose. Donc à partir de là, il faut vraiment, au travers et de l'alimentation. C'est pour ça que je suis un fanat et un pro de l'alimentation alcalinisante, et que j'en parle beaucoup dans mon livre. C'est que au travers de l'alimentation et au travers de l'eau qu'on va consommer, il faut impérativement essayer de tamponner cette acidose, cette acidité-là, et de mettre, pour pas que ce soit notre corps qui mette en place ces systèmes tampons derrière. Parce que si c'est notre corps qui le fait, de tamponner, parce que je reste sur une alimentation un peu acidifiante, c'est-à-dire une hygiène de vie acidifiante, mais je continue à boire de l'eau qui est une eau acidifiante ou avec un pH neutre, qu'est-ce qui va se passer? Même si elle est très bien filtrée, l'eau, même si elle est de très bonne qualité, même si je l'ai dynamisée et je l'ai Mhm. restructurée, je vais me retrouver avec un état d'acidose latent. Et donc, à partir de là, que va faire mon corps? Il va se mettre pour préserver parce que je le mets en souffrance, hein, le corps, dès que je suis en Et ouais. acidose. Et surtout, je mets en jeu mon pronostic vital. Donc, pour préserver ma vie, parce que ça, c'est le cerveau reptilien derrière qui gère ça et qui n'a pas d'autre choix, pas d'autre possibilité de faire autrement, c'est que mon système reptilien va mettre en place derrière des systèmes tampons. C'est quoi les systèmes tampons? Ça veut dire que pour contrebalancer ça, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va aller puiser dans toutes les réserves de minéraux alcalins. Donc, je vais commencer Et ouais. à me déminéraliser en magnésium, en calcium, en potassium, en fer, etc. Voilà. Je vais commencer à avoir des problèmes musculo-tendineux, je vais commencer à faire des tendinites, je vais commencer à avoir des arythmies cardiaques, des fibrillations auriculaires, etc. Je vais commencer à être fatigué, je vais commencer à faire de l'ostéoporose, etc., juste parce que je suis dans un état d'acidose. Pourquoi? Parce que j'ai un rythme de vie acidifiant, j'ai une alimentation acidifiante, mais en plus, je bois une eau acidifiante. C'est dommage. Ok. Et ça va venir en plus impacter mes vortex et donc impacter mes schémas émotionnels qui vont impacter mes pensées. Enfin bref, Ouais. vous avez compris, c'est là. Je dirais. Voilà. Ouais. On continue avec Kat. L'eau de Quinto ISO ou hypertonique est-elle vraiment bonne pour tout? Y a-t-il un équivalent en termes de santé? Alors, je ne suis pas un pro de l'eau de Quinto. J'en ai entendu parler
de la même façon. Euh, je pourrais pas, quand on sait pas, on sait pas. Très honnêtement, je ne sais pas s'il y a un équivalent. Je peux pas vous dire, Kat. Hmm. Euh, Moi, je sais que j'ai comparé quand j'ai. Alors, je vais être très honnête, hein, tu en as parlé tout à l'heure. Moi, je consomme de l'eau Kangen. J'ai une Hmm. fontaine Kangen, donc je le dis, hein. Je consomme cette fontaine, enfin de l'eau de cette fontaine, parce que c'est pour moi, et j'ai beaucoup hésité avant de. Et beaucoup cherché, hein, surtout, et réfléchi à Ben, ça. surtout vu le prix Bah, aussi, non? surtout vu le prix, parce qu'elle coûte cher, bien sûr. C'est une fontaine qui coûte très cher, enfin très cher, qui coûte cher. C'est un investissement, on va dire, Voilà. sur sa santé, sur le long terme. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi. Le prix est, j'avoue, le prix a été pour quelque chose. Euh, euh, et donc, j'ai pas trouvé aujourd'hui d'appareil, mais j'ai cherché, hein. Sincèrement, j'ai cherché avec le cœur, j'ai cherché. Si j'avais pu trouver quelque chose équivalent mais moins cher, j'y serais allé. Mais alors à 2000%, je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé d'eau qui soit à la fois. Je vous ai dit, pour moi, ce qui est important, c'est à la fois la structuration, la filtration et donc la structuration, filtration et alcalinisation. J'ai pas trouvé d'eau qui fasse les trois. La seule qui le fasse, c'est la Kangen. Donc la Quinto, je suis allé voir, hein, parce que je m'en rappelle, ne fait pas les trois, ça c'est clair. Et tu as vu un changement avec la Kangen? Ah ouf. Sur ton état de santé à toi, sur ton Ouf. bien-être? Ah Ouais. oui, ah oui, oui. Oui. J'en parle dans mon livre. Tu sais, moi, j'ai fait à l'âge de 44 ans, j'ai fait un infarctus, tu le sais. J'en ai déjà parlé. Mhm. Je sais pourquoi, hein, cortisolémie, etc., etc. Et puis surtout conflit. Donc, je connais très bien le conflit maintenant émotionnel de ce qu'on appelle le conflit de l'infarctus, qui est ce qu'on appelle un conflit de perte de territoire. Euh, j'ai très bien, j'ai travaillé, j'en ai tout à fait conscience. Donc, mais j'ai fait cet infarct. On m'a posé 6 stents. Forcément, avec ces systems, derrière, j'ai une liste comme ça de produits que j'avale tous les jours, tout simplement, pour réguler mon rythme Eh oui. cardiaque, pour réguler tout ça, quoi. Et je peux pas faire autrement parce qu'on te met tellement dans la tête que si tu le fais pas, tu risques de mourir, que du coup, inconsciemment, tu peux pas faire autrement que du coup prendre. Donc, je prends donc, résultat, ça fait quand même, j'ai 60 ans, ça fait quand même 40, ça fait 16 ans que je prends je vais pas dire quoi. Médicament. Voilà, c'est médicaments, c'est médicaments. Et donc, je les prends depuis 16 ans maintenant. Et, ça me, et je suis très content de les prendre. Sauf que ça me posait un gros problème, c'est que ben, j'avais des douleurs articulaires, musculaires, absolument terribles. Je fais beaucoup de sport, donc que je mettais sur le compte du sport. Mais en fait, c'était pas logique et j'étais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt avec ces douleurs. Je me levais le matin, j'ai l'impression d'être un petit vieux, tu vois. Je marchais ankylosé, etc., etc. Il me fallait un certain temps pour me dérédir. Et après le fort, et dès que j'ai commencé à utiliser l'eau, la première chose, hein, il y a deux choses qui sont passées. Un, la qualité de sommeil. Deux, le drainage toxinique. C'est hallucinant. Mes douleurs ont totalement disparu. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et je vais même plus loin, c'est que je t'ai dit, je cours beaucoup, je fais beaucoup de sport. Et notamment quand je cours, j'ai derrière des douleurs, des courbatures. Tu sais, tu peux avoir des courbatures, Mhm. des douleurs musculaires. Et j'ai suivi en fait les conseils des grands sportifs, ben, Djokovic, Williams, etc., dont je parlais tout à l'heure, Ronaldo, qui eux ont une habitude, chaque fois quand ils sortent d'un entraînement, boivent l'équivalent d'un verre comme ça, d'une eau avec un pH à 11,5, c'est-à-dire très, très, très alcalinisante. Ah oui. Et la Kangen a cet avantage-là, c'est de sortir 7 pH différents, de 2,5 à 11,5. Et donc, chaque fois que je m'entraîne, je bois une eau à 11,5, ce qui fait que depuis que je le fais maintenant, ben, je vais courir une heure et quart. Moi, je fais du fractionné, je suis en montagne, je suis en Savoie, donc je cours, je monte, je descends, je monte, je descends. J'ai les cuisses qui tétanisent, les fessiers qui tétanisent, etc. Sauf que quand je reviens, ben, j'ai pas mal. Est-ce que Voilà. c'est pas, alors je vais faire l'avocat du diable, hein, est-ce que c'est pas l'effet, on va dire placebo, de savoir que ton eau alcalinisée à 11,5, ben, elle va avoir un bienfait pour ta santé, Il y a toujours une part, bien sûr. et quand tu la bois, et ben effectivement, elle a un Elle a bienfait. un impact. Et ouais, forcément. Non, non, bien sûr, enfin, pas non, non, oui, oui, bien sûr qu'il y a certainement une part d'effet placebo. Par contre, on l'a objectivé, nous, d'un point de vue vétérinaire, sur les animaux. Hmm. Notamment, alors, de deux façons. Première façon, j'ai un chat, moi, une chatte qui est très, c'est Belle dans La Belle et le Clochard, tu vois, elle est très, non, dans les Aristochats, je veux dire. Hmm. C'est un sacré de Birmanie. Elle fait très attention, et quand je lui ai donné l'eau, la première chose que j'ai faite quand j'ai mis de l'eau,
donc de la fontaine Kangen, c'est que j'ai mis trois eaux différentes. J'ai mis trois abreuvoirs avec trois eaux Mhm. différentes, une avec de l'eau du robinet, une avec de l'évian et une avec la Kangen. Et je l'ai répété plusieurs fois et j'ai changé l'emplacement, hein. Systématiquement, boum, elle revient sur la Kangen. Elle Ah revient ouais, sur le 5. Systématiquement. Mais c'est systématique, hein. Et il n'y d'accord. a pas photo. Donc là, c'est la première objectivation. Et deuxième chose, c'était sur des chevaux, à donner de l'eau Kangen sur des chevaux, qui sont des chevaux qui souffraient de pathologies. Il n'y a pas d'effet placebo chez les animaux. Et notamment sur les douleurs, ça n'existe pas. Et quand tu donnes de l'eau Kangen sur des chevaux qui sont sur des douleurs, et qui sont même sur des conflits émotionnels, c'est-à-dire sur des peurs, etc., tu te rends compte que ça change. Et que petit à petit, pourquoi? Parce que je ne sais pas, c'est certainement ces fameux flux liquidiens, je pense, moi je l'explique comme ça, qui viennent impacter du coup en résonance leur mémoire, j'en sais rien, mais c'est très important. Juste, je reviens en arrière sur les Ouais. mémoires, d'où l'importance de travailler sur ces mémoires. Et ça, c'est très important. D'où l'importance, moi j'ai fait un travail, je l'ai même tatoué sur mon corps, Oponopono. C'est Oponopono qui a changé ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur ces mémoires et je l'ai fait juste après avoir fait quand j'avais 49 ans, je l'ai fait. Et ça a changé ma vie. Il y a eu un avant, un après. Mais pourquoi? Avant, je ne connaissais pas l'eau. Maintenant, je comprends pourquoi il y a eu un avant et un après Oponopono. C'est Et pourquoi? l'Ho'oponopono, l'O, L, apostrophe, Voilà. E-A-U, c'est ça? Oponopono, E-A-U, tout à fait. Mais c'est juste de comprendre, en fait, de comprendre Ouais. les mémoires qu'on a en soi sont très importantes. C'est bien de changer l'eau, c'est bien de changer ses flux, c'est bien de faire attention aux biophotons, c'est bien de faire attention à l'acidose, etc., etc. Mais c'est aussi très important de travailler sur la libération émotionnelle et sur la libération des croyances et des mémoires. C'est très important. Écoute, on va finir par une dernière question. Alors, Chris, c'est Chris qui va poser cette question. Elle dit que sa question est un peu nulle, mais elle la pose. Il n'y Euh, a pas de questions nulles, hein, Chris, il n'y a que des questions. alors, pour une femme qui a des bouffées de chaleur, est-ce que elle peut parler à son eau, et de lui demander de calmer ses bouffées de chaleur? Ah, vous pouvez le faire, hein. Est-ce que ça pourra avoir un Bien sûr impact? que vous pouvez le faire. Un impact, il y aura toujours un impact. Est-ce que ça retirera vos bouffées de chaleur? Ça, je ne peux pas vous le dire. Tout dépend du pourquoi vos bouffées de chaleur et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'il y a plein de choses aussi, plein de mécanismes à la fois émotionnels, mais physiologiques et neurophysiologiques qui vont être à l'origine, neurohormonaux qui vont être à l'origine aussi de ces bouffées. Mais ce qu'il faut comprendre, et moi c'est ce que j'aime à dire, pour ça que l'être humain est complexe, c'est que pour avoir une pathologie quelle qu'elle soit, que ce soit du stress, que ce soit une tendinite ou que ce soit des bouffées de chaleur, avec un déséquilibre hormonal, c'est un déséquilibre. Pour avoir un déséquilibre physiologique comme ça, il faut trois choses. Il faut peut-être un facteur déclencheur. Donc le facteur déclencheur, ben, je ne sais pas, ça peut être d'avoir pris par exemple la pilule avant et puis de ne plus prendre la pilule. Ça peut être un facteur déclencheur. Mais il faut qu'il y ait un terrain qui favorise. Et les terrains, c'est très souvent terrain d'acidose toxinique ou de déshydratation. Et puis, s'il n'y a pas le terrain, il n'y aura pas la pathologie, il n'y aura pas le déséquilibre. Donc il faut travailler sur le terrain, mais surtout il faut travailler sur la libération émotionnelle, le conflit émotionnel. Qu'est-ce qui fait d'un point de vue émotionnel? Comprendre pourquoi j'ai mes bouffées de chaleur. D'un point de vue conflit émotionnel, il y a toujours quelque chose derrière. Travailler sur le terrain et sur les émotions aussi. Ben voilà, c'était passionnant, vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Merci beaucoup, Silver. Merci à toi de m'avoir. On a combien de temps? 1h33 ensemble. Et il n'y a pas un moment où j'ai pas trouvé ça passionnant. Des fois, c'est un peu compliqué, mais on suit et puis et on se J'essaie régale, on s'accroche, on J'essaie s'accroche. d'expliquer avec des mots les plus simples possibles. Ouais, je sais. Voilà. Après, voilà, si vous voulez vraiment en savoir plus, etc., moi, je le redis dans mon livre. Bah oui. Tout est D'ailleurs, écrit. ton livre il est ressorti, c'est ça, mais il a été agrémenté. C'est ça. Bah, en fait, ouais, c'est très particulier. Il a une histoire, ce livre. J'avais d'abord sorti une première fois avec une maison d'édition et puis je n'étais pas content. C'était juste avant le Covid. Le Covid est tombé, etc. Elle n'a pas joué son rôle, donc du coup, j'ai rompu mon contrat. Et puis, j'ai été réédité par les éditions Très Daniel derrière, mais qui ont décidé de la réaugmenter, donc notamment avec tous ces apports en matière de quantique, d'hydratation, d'eau, de sommeil, etc., etc. Donc, un livre augmenté, mais surtout avec une grosse particularité, ça c'est la demande de Guillaume Très Daniel, à savoir c'est une spécificité, mais je crois qu'il en a parlé en off tout à Oui, l'heure, oui, tout à l'heure. il le fait, il m'a demandé de rajouter à chaque chapitre, il y a
30 capsules, 30 QR codes à la fin de chaque chapitre qui donnent accès à 30 capsules vidéo de formation en ligne. Ouais. Donc c'est à la fois un livre et à la fois une formation en e-learning, on va dire. Ça fait un peu office des deux, donc c'est sa grosse particularité. Voilà. C'est le livre 2.0. C'est le livre 2.0 tout à fait, en attendant le livre 3.0, quand il y aura l'IA qui viendra me corriger tout ça et qui Purée. viendra me l'augmenter encore un peu plus. Je demanderai un jour peut-être à ChatGPT de me dire ChatGPT, tiens mon livre, et de Vas-y. développer un peu telle partie. Voilà. Et il le fera À la manière de Sylvain Caron. à la manière de Sylvain Caron, tout à fait, absolument. Bon, je dis merci aussi à toute mon équipe, Christelle et sa maman que j'embrasse très fort aussi, Laurent Jacques, Cyril, Mathieu, Mathis, mon neveu qui va bientôt grandir, l'équipe de On ne voit pas d'y croire, et Lisande, mon fils, qui a assuré la modération comme un chef, encore une Merci. fois, qui m'a transmis toutes ces questions. Si vous voulez soutenir la chaîne, eh ben, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo et on a besoin de vous. Voilà, on a besoin de vous. Donc, n'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous. J'espère qu'elle va le rester longtemps. En tout cas, n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer. Alors, vous êtes maintenant 86 000... Non, pardon, 89 609 abonnés à me motiver. Merci, je vous fais 89 609. Bisous, comme d'habitude. Et je vous donne rendez-vous demain, jeudi 13 juillet, oui c'est ça, avec l'auteur de la BD Paranormalement, qui est aussi un dessinateur, entre autres de Spirou et Astérix, Fabrice Desfontaines. Voilà, ça va être passionnant, et d'ailleurs sa BD Paranormalement est géniale. Donc voilà Silver, je peux maintenant te laisser le mot de la fin. Ben, n'oubliez pas, vous êtes je le dis très souvent, j'ai l'impression de me répéter, mais vous êtes absolument extraordinaire, vous êtes unique, tout en étant, on va dire, tellement comme nous tous. On est tous identiques, même si on est tous uniques. Mais par contre, une chose est certaine, c'est que vous êtes absolument extraordinaire. Donc prenez soin de vous, vous êtes précieux, vous êtes précieuse, et votre être mérite que vous preniez soin de vous. Je t'embrasse Silver et j'embrasse tout le monde. Ciao.